2 membres de gang ont été condamnés aujourd'hui pour avoir tué un adolescent sur le campus d'un lycée dans la vallée. Les chefs de gang existent dans le monde entier, causant des ravages et des destructions autour des civils innocents qui les entourent. Mais lorsque les chefs de gang les plus redoutés font enfin face à la justice, leurs empires s'effondrent et leur pouvoir disparaît. Regardons le moment où leur destin est scellé, alors que ces chefs de gang affrontent des peines de réclusion à perpétuité qui changeront tout. Tous ces hommes, et je dis bien hommes, ont participé à l'un des plus meurtres troublants que cette ville et cette nation aient jamais vu. John Ike Martinez. Estrella est accusé de meurtre dans le Bronx, à New York. Le 20 juin 2018, John Ike Martinez, Manuel Rivera, José Munez, Elvin Garcia et Antonio Santiago ont tué Lisandro Jr., âgé de 15 ans. Guzman Feliz après l'avoir poignardé au cou. Ces 5 hommes et 8 autres membres appartiennent à un gang dominicain impitoyable et redouté, appelé les Trinitarios. Les rapports ont montré que Junior était allé rencontrer un ami à quelques pâtés de maison de chez lui dans le Bronx lorsque des voitures se sont soudainement arrêtées à côté de lui. Les membres du gang avaient provoqué Junior alors qu'il marchait sur la route, mais il les a ignorés parce qu'il n'avait rien à voir avec eux. Le gang pensait que Junior appartenait à un gang rival et l'a poursuivi sur la route. Quand Junior a remarqué qu'il était suivi, il a couru et a parcouru 5 pâtés de maison depuis sa maison avant de se cacher dans une bodega. Les images de vidéosurveillance du magasin ont montré Junior, désespéré de se cacher de ceux qui le poursuivaient, essayant de sauter derrière le comptoir. Cependant, le propriétaire pensait qu'il se faisait voler et a essayé de l'en empêcher. Finalement, le propriétaire du magasin a remarqué que Junior était très effrayé avant de le laisser se cacher derrière le comptoir. Junior a finalement réussi à sauter, mais il a été repéré par l'un des membres du gang. Le gangster qu'il avait vu est sorti pour appeler les autres et le chaos a éclaté dans le magasin. Junior a été traîné hors du magasin par les membres du gang jusqu'à l'avant de la rue. Ce que vous allez voir va vous choquer. Les 5 hommes mentionnés au début de cette affaire ont pris tour à tour pour poignarder le jeune homme de 15 ans avec des couteaux de chasse et des machettes. Les membres du gang ont poignardé Junior plusieurs fois, avec Johnny Key lui tranchant le cou, où Junior a fini par mourir d'hémorragie. Les hommes ont laissé Junior dans la rue et se sont enfuis dans une voiture de fuite. Après le départ des membres du gang, Lisandro Jr., qui était encore en vie, a réussi à entrer dans le magasin avec du sang coulant de son cou. Il a été renvoyé par le propriétaire du magasin et une fois dehors, Lisandro a commencé à faire des gestes aux spectateurs et aux passants pour appeler le 911. Cependant, personne ne l'a fait. Alors, il a commencé à courir vers l'hôpital Saint-Barnabas, qui se trouvait à un pâté de maison. Malheureusement, Lisandro n'a atteint que l'entrée avant de s'effondrer. Alors que quelques passants ont essayé de l'aider, des résidents du Bronx qui connaissaient Junior l'ont vu couvert de blessures par arme blanche et se sont précipités pour l'aider. Certains d'entre eux ont appliqué des vêtements sur ses blessures, tandis que d'autres sont entrés dans l'hôpital pour demander de l'aide. Junior est décédé 20 minutes plus tard à cause de la blessure par arme blanche que Janicki lui avait infligée au cou. À partir des images de vidéosurveillance qui montrèrent le meurtre, la police a rapidement arrêté ces hommes avant de les inculper de meurtre. Le meurtre de Junior et la diffusion des images de vidéosurveillance ont provoqué une indignation générale à New York, menant au mouvement Justice pour Junior, où les manifestants demandaient que les meurtriers soient punis en conséquence. Les images du meurtre ont été publiées sur Instagram et Twitter, et les lignes d'assistance de la police ont reçu des centaines d'appels de personnes qui ont aidé à identifier les suspects. La vidéo graphique du meurtre a été partagée plus de 100 000 fois. Pendant le procès de ces hommes, un autre membre du gang, Keon Alvarez, a été amené à témoigner contre eux. Alvarez faisait partie des hommes qui ont traîné Junior hors du magasin et il a identifié les autres après avoir été arrêté. Il a accepté de témoigner contre eux en échange d'un accord de plaidoyer, car il était accusé de complot en vue de commettre un meurtre. La sœur de Junior a finalement déclaré que la raison pour laquelle les membres du gang avaient ciblé Junior n'était pas parce qu'ils pensaient qu'il était membre d'un gang rival. L'incident a commencé après qu'une vidéo contenant du contenu explicite montrant la sœur d'un membre du gang
Stephanie Estacio et son petit ami Irving Ozuna. Pour protéger son petit ami, Stephanie a menti et a dit à son frère que l'homme dans la vidéo était Lisandro parce qu'il ressemblait à Irving. Elle aurait également été celle qui a attiré Junior dehors cette nuit-là sous le prétexte qu'elle avait besoin d'emprunter de l'argent. Les hommes ont été condamnés pour ce meurtre horrible, et lors de leur condamnation, ils n'ont montré aucun remords pour leurs actes. Pendant les séances du procès, ces hommes ont fait des signes de gang et crié des slogans de gang, ne montrant aucun respect pour la victime ou sa famille. John Ike a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les autres hommes, à l'exception de Manuel Rivera, ont été condamnés à 25 ans à perpétuité. Rivera a écopé d'une peine de 23 ans à perpétuité. Lors de leur condamnation, certains des hommes ont fait semblant de montrer des signes de remords, mais on disait qu'ils souriaient en coin quand ils pensaient que personne ne les regardait. Le meurtre de Lisandro Guzman Feliz a apporté beaucoup de chagrin au Bronx et au-delà. Le propriétaire du magasin, qui a renvoyé Junior après avoir vu qu'il était blessé, a déclaré aux nouvelles que sa mère avait subi une crise cardiaque et était décédée après avoir regardé les images. En l'honneur des ambitions de Lisandro de devenir détective, le NYPD a établi une bourse à son nom, et la rue où il a été assassiné a été renommée Lisandro Junior Guzman, chemin du bonheur. Les célébrités qui avaient grandi dans le Bronx ont également honoré la mémoire de Lisandro. En 2023, cependant, John Ike a été recondamné parce que son avocat a pu prouver qu'il avait attaqué sans l'intention de torturer ou de prendre plaisir à tuer Lisandro. Il a été condamné à 25 ans de prison, ce qui signifie qu'il pourra être libéré après avoir purgé 25 ans de prison. La brutalité de ce meurtre a été justifiée par la fausse croyance que la victime était membre d'un gang. Mais comment cela se compare-t-il à l'acte glaçant de David Parga qui a assassiné un homme innocent sans lien avec un gang? À vous spécifiquement, je veux m'excuser pour ce qui est arrivé à votre fils. Je connais la douleur que vous ressentez. Ma mère vient me voir, elle pleure. Cela m'est arrivé et je ne peux qu'imaginer ce que vous traversez sans votre fils. Le 29 octobre 2006, Leland Washington, âgé de 27 ans, quittait une fête d'Halloween. Après y avoir été invité par certains de ses amis. Il aurait été prié de partir car la plupart des participants à la fête étaient membres de gangs. Washington était revenu à la fête avec un groupe après en avoir été expulsé. Alors qu'il partait, David Parga, membre du gang de la rue LA, Habra, s'est approché de Leland et lui a tiré dessus avec un 22, un pistolet de Californie. David lui avait tiré dessus plusieurs fois sans aucune provocation. David et son gang estimaient que Washington leur avait manqué de respect parce qu'il était revenu à la fête. Les amis de Leland l'ont mis dans leur voiture avant de se rendre au centre médical UCI en Californie, où il a été déclaré mort. Leland Washington était à un semestre d'obtenir son diplôme en comptabilité et administration des affaires à l'Université d'État de Californie. Il n'était pas membre d'un gang et n'avait aucune affiliation avec des gangs. David Parga a été arrêté et accusé de meurtre avec préméditation. Parga s'est défendu lui-même au tribunal et a été reconnu coupable de meurtre au second degré. Lors de la condamnation, la famille de Leland Washington a fait des déclarations d'impact au tribunal. Le frère de Leland a parlé de la douleur de perdre son frère, qu'il trouvait trop difficile à supporter. Des jours où la douleur est si intense que je me contente de traverser la journée. Vous devez comprendre qui il était. C'était une personne formidable. Et la façon dont il est mort, il ne méritait pas cela du tout. La sœur de Leland a également parlé du vide immense laissé par le meurtre de son frère. Elle a dit que le week-end d'Halloween ne sera plus jamais le même pour nous. C'est ironique que nous soyons ici aujourd'hui pour condamner l'homme qui a tué mon frère. Il n'est pas juste que sa vie ait été prise par un membre non productif de la société. La mère de Leland, Washington, a dit à la cour que David et Leland auraient pu être amis s'ils s'étaient reconnus. Elle a dit que je pense que si M. Parga l'avait connu, il n'aurait pu être autre chose qu'un ami pour lui. Il n'aurait pas pu trouver d'autre moyen que de se faire un ami de lui. Parga a été autorisé à s'adresser à la famille de la victime, et il semblait montrer des remords pour ses actes. Parga s'est excusé d'avoir tué Leland Washington sans raison. Le juge, lors de sa condamnation finale, a qualifié Parga de lâche parce qu'il avait tiré sur Leland sans raison apparente. En 2013, Parga a été condamné à 50 ans de prison à perpétuité pour le meurtre de Leland, Washington, âgé de 27 ans. Bien que David Parga se soit excusé et ait montré des remords pour ses actes, que dire d'un condamné qui supplie les gens de ne pas être comme lui? La vie que nous menons, les jeux de rencontres et tout le reste, ça ne vaut pas 16 ans ou la mort, parce qu'éventuellement, vous vous retrouvez dans une situation, et il y a une conséquence très grave qui en découle.
Voici Tariq McHale Jackson, qui était jugé pour meurtre dans le Michigan. Le 12 juillet 2015, Tariq Jackson, âgé de 16 ans, aurait sorti une arme à feu et ouvert le feu en public après qu'une bagarre ait éclaté entre des gangs rivaux d'Ypsilanti en 2015. Une des balles tirées par Tariq a touché Keandre Duff, âgé de 20 ans, à la tête, le tuant sur le coup. Tariq a été accusé de meurtre avec préméditation, de vol à main armée, de recel et dissimulation d'une arme à feu volée, de 3 chefs d'accusation de crime avec arme à feu et de 11 chefs d'accusation de parjure. Cependant, peu avant le début de son procès, il a avoué un meurtre au second degré. Ce meurtre n'était pas la première fois que Tariq commettait un crime, car il avait un long passé criminel. En 2012, il a été placé en probation en tant que mineur pour une invasion de domicile au premier degré. Il a également été placé en probation pour une invasion de domicile au troisième degré en août 2014, avant d'être arrêté pour port d'armes dissimulées quelques mois plus tard. Il a finalement été condamné, et ce fut une journée émotive pour tous ceux qui étaient présents. La mère de la victime a fait une déclaration d'impact. Notre monde entier a été bouleversé à partir de ce moment-là. Et la raison pour laquelle je partage cela, c'est parce que lorsque nos enfants prennent ces décisions ici. La mère de Keandre Duff a blâmé la culture des gangs dans laquelle les hommes se trouvaient. Elle s'est adressée directement à Tariq en livrant sa déclaration. Elle a dit « Notre monde entier a été bouleversé. Nos jeunes hommes sont perdus là-bas. Je ne veux pas voir un autre jeune homme aller derrière les barreaux. » La mère de Duff a également dit à Tariq qu'elle lui pardonnait et espérait qu'il trouve le salut. Keandre Duff avait auparavant été accusé du meurtre de Keon Washington, âgé de 17 ans. Les accusations portées contre lui ont ensuite été abandonnées en raison d'un manque de preuves suffisantes pour l'inculper. Tariq a finalement eu l'occasion de s'adresser au tribunal, alors qu'il s'excusait pour ses actes, montrant des remords et un regret évident pour ses actions. Tout d'abord, je ne peux pas dire que cela se serait passé sans moi ou que cela ne s'est pas passé ou que la situation se serait déroulée ainsi. Quelle situation se serait déroulée? Mais ensuite, j'ai pensé à d'autres. Tariq a ensuite averti d'autres membres de gang, leur disant d'apprendre de lui parce que ce qu'il faisait ne valait pas les conséquences. Il a averti son frère et ses amis impliqués dans des gangs d'arrêter pour ne pas finir comme lui. Tariq Jackson a été condamné à 17 à 40 ans de prison pour le meurtre de Keandre Duff, âgé de 20 ans. Il purge actuellement sa peine au G, à la prison de Robert Cotton. Contrairement à Tariq Jackson, Luis Bracamontes n'a montré aucun remords au tribunal. Au lieu de cela, il a juré de tuer à nouveau si l'occasion se présentait. Soyez silencieux. Soyez silencieux. Je vais bientôt sortir et je tuerai encore plus. Le 24 octobre 2014, Luis Bracamontes, un immigrant illégal du Mexique et trafiquant de substances, a assassiné 2 policiers et en a grièvement blessé un autre dans le nord de la Californie. Luis a mortellement abattu un adjoint du shérif nommé Danny Oliver du département du shérif du comté de Sacramento parce que l'officier examinait la voiture de Luis. Après avoir tué Oliver, Luis a volé une voiture et s'est enfui dans un autre comté où il a tiré sur 2 autres officiers, tuant le détective médical David du département du shérif du comté de Placer. Avant d'ajouter le meurtre brutal de ces 2 officiers à sa liste, Luis avait déjà eu plusieurs démêlés avec la loi. Il était un immigrant illégal et avait déjà été expulsé 2 fois. En 1997, Bracamontes a été arrêté en Arizona parce qu'il vendait des stupéfiants. Les autorités ont découvert plus tard qu'il était un immigrant illégal et Bracamontes a été expulsé. Il a cependant été arrêté à nouveau pour vente de substances en 1998. Des policiers en civil avaient acheté de petites quantités de substances illégales à Bracamontes avant de l'arrêter à Phoenix. Il a été libéré seulement pour être arrêté et expulsé vers le Mexique en 2001. Bracamontes avait de nouveau migré illégalement aux États-Unis et au moment où il a commis les meurtres, il utilisait le nom de Manuel Marquez. Après avoir tiré et tué les 2 policiers, Bracamontes a pris la fuite. Luis a volé plusieurs voitures pour échapper à la police et une vaste chasse à l'homme a été lancée pour le retrouver. Il a finalement été placé en détention et ses audiences au tribunal ont duré environ 4 ans en raison de son comportement erratique et imprévisible, qui sera abordé plus tard. La nouvelle du meurtre s'est répandue, surtout parce qu'elle s'est produite à l'époque où l'administration Obama a mis à jour les politiques d'immigration, ce qui a permis à Bracamontes de rester en Amérique aussi longtemps sans être expulsé. En 2017, Donald Trump a invité les veuves des officiers que Bracamontes avait assassinés à une session conjointe du Congrès. Le motif de cela n'a été révélé qu'en 2018,
une semaine avant les élections de mi-mandat. L'administration de Donald Trump a diffusé une publicité qui liait Bracamont et les meurtres aux démocrates. La publicité accusait les démocrates de permettre à des immigrants dangereux d'entrer aux États-Unis. Cette publicité a été fortement critiquée et condamnée par des membres des deux partis à travers le pays. Un sénateur républicain a qualifié la publicité de répugnante et a déclaré que c'était un nouveau bas dans la campagne. Au milieu de l'indignation nationale suscitée par la publicité, l'audience de Bracamont a dû être reprogrammée plusieurs fois, jusqu'en 2018, lorsqu'il a finalement été condamné. Il a été accusé de 2 chefs de meurtre au premier degré avec circonstances spéciales. Louis a d'abord plaidé non coupable, mais il n'a pas pu maintenir la façade plus longtemps et a révélé sa véritable nature dans la salle d'audience. Ses actions étaient méprisables. Mesdames et messieurs, sortez du couloir, mort. Bracamont continuait de promettre de tuer plus de policiers lorsqu'il s'évaderait de prison, alors que la procédure se poursuivait. Il a été révélé plus tard par l'un des premiers shérifs qui l'avait arrêté que Bracamont nourrissait une haine profonde pour le système judiciaire et les policiers. Finalement, Bracamont a admis avoir tué les 2 officiers. Il a dit à la cour qu'il ne voyait pas l'intérêt d'essayer de prouver s'il l'avait fait ou non, alors que tous les faits indiquaient qu'il était le meurtrier. À ce stade, son avocat a renoncé à le défendre et a dit la même chose à la cour. Il n'était pas surprenant que Bracamont soit reconnu coupable. Monsieur Bracamont est responsable de la mort du député Danny Oliver et du détective Mike David. Après avoir entendu qu'il était condamné à mort, il a applaudi bruyamment lorsque sa sentence a été annoncée et a souri avant que son comportement ne devienne plus troublant. Il a envoyé des baisers, souri et applaudi en direction des familles des victimes. Enfin, alors qu'il était emmené, il a lancé une menace glaçante pour que la cour l'entende. Cependant, il semble que Bracamont n'aura jamais l'occasion de mettre sa menace à exécution, car il a été transféré dans le couloir de la mort à la prison d'État de Quentin quelques semaines après sa condamnation. Luis Bracamontes a juré de tuer davantage, mais David Moses a donné un tout nouveau sens au terme absence de remords. Ricanement, rire et bâillement. Après bâillement, David Moses a agi de manière étrange lors de sa condamnation ce matin. En avril 2010, David Moses, âgé de 17 ans, et 2 filles sont entrés dans la maison de Dorothy Session, âgée de 81 ans, en Californie, avec l'intention de cambrioler la maison. David Moses et les 2 filles, Angelique Nash, 17 ans, et Katila Nash, 15 ans, avaient prévu de cambrioler la maison parce qu'ils pensaient que personne n'était là. Angelique a été laissée à l'extérieur pour faire le guet, tandis que David et Katila s'introduisaient dans la maison. En découvrant que quelqu'un était dans la maison, David Moses a fait la chose la plus choquante. Alors que Dorothy résistait, Moses l'a battue sans pitié jusqu'à ce qu'elle meure. Katila a également regardé David frapper Dorothy à mort. La police a trouvé Dorothy morte et son corps était criblé de blessures. Elle avait le nez cassé, des dents manquantes, des yeux au beurre noir et des coupures à la bouche et au visage. Moses a finalement été retrouvé et arrêté avant d'être finalement condamné pour meurtre au premier degré 2 ans plus tard, lorsqu'il a eu 19 ans. Les 2 sœurs ont également été arrêtées et elles ont été condamnées à 25 ans de prison à perpétuité. Il a été révélé plus tard que Moses a grandi sans figure paternelle et qu'il a été élevé par sa mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Il est devenu pupille de la cour et a finalement été ballotté entre des foyers de groupe en raison de son comportement erratique et violent envers les autres enfants. Pendant que Moses était dans le foyer de groupe, il a commis plusieurs crimes, y compris des vols de voitures et des cambriolages, ce qui a conduit au meurtre de Dorothy Session. Il a finalement été traduit en justice en 2012. Au tribunal, le comportement de Moses était choquant au plus haut point. Il n'a montré aucun remords pour ses actes et a ri tout au long de la séance. Dans une tentative de montrer qu'il trouvait la procédure ennuyeuse, Moses a bâillé et a posé sa tête sur la table, imitant quelqu'un qui s'endort. À un moment donné, Moses a également léché ses lèvres pour montrer qu'il s'en fichait et qu'il ne croyait pas que quelque chose n'allait pas. Certains participants en ligne ont supposé que Moses se comportait ainsi parce qu'il pensait qu'il serait protégé par les lois du tribunal pour mineurs, peu importe ce qu'il faisait au tribunal. Le ricanement, un rire et bâillement après bâillement. David Moses a agi de manière étrange lors de sa condamnation ce matin. David s'est complètement endormi à un moment donné et ne se souciait de rien de ce qui se passait. Le procureur a dit qu'il lui semblait que Moses appréciait le procès et avait l'impression que c'était un jeu.
Malgré ses actions et le fait qu'il n'a montré aucun remords, son avocat a demandé au juge de considérer l'inclusion de la possibilité de libération conditionnelle dans sa condamnation. Cependant, le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. David n'a montré aucune réaction et s'est simplement léché les lèvres alors qu'il était escorté dehors. Le cas de David est resté clos jusqu'à 8 ans plus tard, lorsque les choses semblaient devoir changer pour lui. Un changement de loi a conduit Moses à être recondamné. Il a été jugé sous des conditions pour mineurs en raison de son âge au moment où il a tué Dorothy. Il a été recondamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 2020, parce qu'il n'a montré aucune forme de changement depuis qu'il a été envoyé en prison, et il n'a toujours montré aucun remords pour ses actions lors du meurtre brutal de Dorothy Sessions. Lors de sa recondamnation, David est resté nonchalant, mais cette fois, il n'avait pas de sourire sur le visage et se tenait simplement dans un acte de défi, car il n'avait toujours aucun respect pour le tribunal. David Moses n'a pas eu de seconde chance, mais Brandon Spencer a encore une pétition 10 ans plus tard pour le libérer. 15 ans plus 25, conformément à la section B.2 du Code de Phoenix. Je pense qu'actuellement, le 31 octobre 2012, Brandon Spencer, âgé de 19 ans, s'est impliqué dans une fusillade avec un gang rival lors d'une fête d'Halloween sur le campus de l'Université de Californie du Sud. À la suite de la fusillade, 4 personnes ont été blessées et la zone a sombré dans le chaos. Alors que de nombreux étudiants fuyaient la fusillade, Spencer aurait couru avec les étudiants avant d'être arrêté. Brandon a été accusé de 4 chefs de tentative de meurtre. Il a été révélé au tribunal que des coups de feu avaient été tirés dans la foule en représailles contre un autre membre de gang. En 2014, Brandon a été jugé. Malgré le fait que toutes les personnes appelées à témoigner dans l'affaire ont déclaré que Brandon ne pouvait pas être le tireur, parce qu'il n'a jamais été impliqué dans aucun type de gang. Le tribunal lui a refusé un avocat et l'a accusé sur la base du témoignage d'un témoin et sans aucune preuve le liant à la fusillade. Désolé. Si vous aimez la personne, et je ne suis pas une mauvaise personne, mais je veux dire sa déclaration. Je ne suis pas juste un membre de gang, comme elle a essayé de me dépeindre. Spencer n'a cessé d'insister sur son innocence et de plaider pour la clémence, car il a admis avoir fait des erreurs. Cependant, le jury a refusé de prendre en compte autre chose que le fait que Brandon avait tiré dans une foule ouverte, même s'il n'avait tué personne. En moins de 3 heures de procès, le jury a déclaré Spencer coupable de toutes les accusations et il a été condamné à 40 ans de prison. En réponse, le jeune homme de 19 ans s'est effondré alors que le juge ne montrait aucune once de clémence. En année, 25 000, conformément à la section 2022. Remerciez-la. Mais Spencer a frappé sa tête sur la table 2 fois et a pleuré jusqu'à ce qu'il soit escorté dehors. En 2021, cependant, un podcast a été publié sur l'histoire de Spencer, et son affaire a de nouveau attiré l'attention. Le podcast affirmait que Brandon n'avait pas tiré dans la foule et qu'il fêtait simplement Halloween avec sa petite amie à l'Université de Californie du Sud. Cependant, le jury l'a dépeint comme un membre de gang, et le témoignage du témoin vedette a été la seule preuve utilisée pour le condamner. Le podcast a également révélé que Spencer avait été blessé par balle à l'estomac devant un restaurant et que la fusillade à l'USC était une représaille, une erreur. Cela, Spencer le regrettait. Le témoin vedette est revenu sur son témoignage après que l'enquête a révélé que le témoin, qui avait été amené à témoigner contre Spencer, avait été contraint parce qu'il avait été arrêté pour un crime sans rapport. L'accusation aurait promis de faire abandonner les charges contre le témoin s'il témoignait avoir vu Spencer tirer dans la foule cette nuit-là. Le témoin a été accusé d'avoir volé pour $26 000 de marchandises à son employeur et n'a pas été condamné parce qu'il a accepté de commettre un parjure. Le témoin a déclaré « Je n'ai pas vu M. Spencer quitter la fête et revenir avec une arme. Je n'ai pas vu M. Spencer tirer avec une arme dans la foule ou sur M. Dessalles. J'ai seulement dit que j'avais vu M. Spencer revenir avec l'arme, parce que le procureur de district poursuivant l'affaire m'a dit qu'elle avait besoin que je dise ces choses, sinon elle ne pourrait pas plaider la préméditation. J'ai fait ce que le procureur de district a dit parce que j'ai été menacé par les détectives enquêtant sur l'affaire et par le procureur de district poursuivant l'affaire, que si je ne disais pas ce qu'ils avaient besoin que je dise, le procureur de district interviendrait dans ma propre affaire criminelle en cours et causerait que je sois blessé ou condamné plus sévèrement. Après que cela ait été révélé, un mouvement pour libérer Brandon Spencer a commencé et 1800 personnes ont signé la pétition pour que Spencer soit libéré parce qu'il était innocent. Un compte Instagram a été créé et la pétition pour libérer Brandon Spencer, après qu'il ait passé 10 ans en prison, est toujours en cours.
trouvé un homme recherché pour meurtre. Regardez-le, Jay Witt, 47 ans. Il fait face à une accusation de meurtre au 2e degré, accusé du meurtre de William Furlong, âgé de 48 ans. La police a trouvé son corps au siège des Hells Angels à l'intersection de la 27e et de J le mois dernier. Le 14 juillet 2013, un membre haut placé et un membre potentiel des Hells Angels se sont battus dans le bâtiment du Hells Angels Motorcycle Club à Omaha, Nebraska. Jay Witt et William Furlong, tous deux âgés de 48 ans, avaient un désaccord lorsque Witt aurait sorti une arme et tiré sur Furlong. Malheureusement pour Witt, Furlong n'a pas pu survivre aux blessures infligées et a finalement été retrouvé décédé. Un mandat d'arrêt a été émis contre Witt. Les enquêteurs ont ensuite pu suivre Witt grâce au GPS d'un véhicule qu'il avait volé avant de l'arrêter environ 2 semaines plus tard. Après son arrestation, Witt a été accusé de meurtre au 2e degré, ainsi que d'accusation pour l'utilisation d'une arme pour commettre un crime, en possession d'une arme par un criminel. En réponse à ces accusations, lors de son procès en octobre 2014, un juge a déclaré M. Witt coupable des crimes. Cependant, l'accusation de meurtre au 2e degré avait été abandonnée en faveur d'une accusation d'homicide involontaire après un plaidoyer de culpabilité antérieur que Witt a fait en échange de l'abandon de son accusation de meurtre. Au tribunal, une détective a témoigné qu'elle avait trouvé le corps de Furlong allongé face vers le haut près de la zone du bar du clubhouse. Un autre a témoigné que les images de surveillance de l'extérieur du clubhouse montraient un homme ressemblant à Witt. Entré dans le clubhouse avec sa petite amie vers 2h15 du matin, moins de 3 heures avant l'apparition de Furlong. La vidéo montrait l'homme, qui ressemblait à Witt, et sa petite amie partir vers 9h30 du matin. Avec un sac en plastique avant, il est de nouveau aperçu, essuyant la porte et les poignées de porte d'une Chevy Cruze avec des serviettes avant de partir dans le véhicule. La femme dans la vidéo a été identifiée au tribunal comme étant Tammy Kozak et elle a été accusée de falsification de preuves et de complicité de meurtre. Et un sergent au tribunal a témoigné qu'elle, avec Witt, s'était arrêtée à une station-service après avoir fui la scène, avant de se rendre à Harlan, Iowa, probablement pour s'éloigner du centre du crime. Lors de son audience au tribunal, Witt a gardé un comportement glacial, comme on pourrait s'y attendre de la part de n'importe quel Hells Angels. Mais à la fin, le juge a condamné Witt à 30 à 40 ans de prison, dont les 17 premières années et demie doivent être purgées avant qu'il ne soit éligible à la libération conditionnelle. Witt n'a montré aucune émotion après avoir écouté sa sentence. Et il aurait même affirmé qu'il l'avait fait par légitime défense. L'épouse de Furlong était présente au tribunal et a pris la défense de son mari décédé, disant qu'il ne devrait pas être jugé sur son apparence extérieure. Witt est malheureusement décédé en septembre 2019 au département des services correctionnels du Nebraska après une longue lutte contre la maladie. Il avait 53 ans à l'époque, et la loi de l'État exigeait qu'un grand jury mène une enquête sur la situation. Maintenant, je vous verrai tous en enfer aussi, vous vous en souviendrez. Il y aura des avertissements, vous saurez. Dirigeons-nous vers la cour supérieure du comté de Hamden, où une scène dramatique se déroule lorsque Caius Veovus doit être condamné pour 3 chefs d'accusation de meurtre. Caius Demetrius Veovus, de son vrai nom Roy Gutfinski, est né à Augusta, dans le Maine, et se proclamait vampire et sataniste avec un look étrangement distinct. Ses bosses implantées sur la tête, qui ressemblent à des cornes, ses lobes d'oreilles remodelés et ses dizaines de tatouages, y compris un sur son front, qui indique 666, ne peignent certainement pas l'apparence d'un ange. Dès l'année 1995, un Roy Gutfinski Jr. de 13 ans, qui avait déjà développé une fascination pour le culte du diable, avait déjà de sérieux ennuis avec les forces de l'ordre. À l'âge de 20 ans, un procureur a recommandé qu'il soit maintenu derrière les barreaux aussi longtemps que possible, suite à une affaire de saignée rituelle avec sa petite amie de l'époque, qui a laissé une fille de 16 ans, marquée à vie. Gutfinski a fini par purger une peine de 7 ans et demi pour cela. Gutfinski a lutté contre la toxicomanie dès son plus jeune âge et a fait de nombreux séjours en prison, entre la fin des années 90 et le milieu des années 2000. Il se référait constamment à lui-même par la police comme un vampire et a commencé à modifier son apparence, ce qui a finalement abouti à changer légalement son nom en Caius Vaiovas, d'après un vampire de la série télévisée Twilight en 2008. En 2011, 3 hommes, David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell, ont été retrouvés enterrés à l'extérieur de Pittsfield, Massachusetts, 10 jours après avoir été signalés disparus. Il y avait 3 suspects. Adam Lee Hall, âgé de 37 ans, David Chaloux, âgé de 47 ans, et Caius Veovus lui-même, qui avait 34 ans à l'époque. Les procureurs ont accusé Veovus d'avoir aidé les 2 autres hommes à kidnapper et à abattre les victimes afin de les empêcher de témoigner.
après qu'ils aient été témoins de la mort de Glasser, qui lui-même a été éliminé pour l'empêcher de témoigner dans une affaire contre Hall, qui était un membre haut placé du chapitre du Massachusetts des Hells Angels. Le procès de Veovus a commencé près de 3 ans plus tard, en septembre 2014, car il était déjà assez notoire à l'époque. Il n'était donc pas surprenant qu'une frénésie médiatique éclate autour de l'affaire, en raison de son implication. Pendant le procès, Hall et Chaloux ont tous deux été reconnus coupables de 3 chefs d'accusation de meurtre, d'enlèvement et d'intimidation de témoins, et condamnés à la prison à vie. Veovus a été le dernier des 3 hommes à être jugé, et il a plaidé non coupable à toutes les accusations portées contre lui. Malgré les diverses preuves suggérant son implication dans les meurtres, le procès de Veovus a été assez long, et a dû être déplacé à 80 km, au tribunal supérieur du comté de Hamden à Springfield, pour éviter un jury biaisé. Veovus a essayé de maintenir son innocence aussi longtemps que possible, affirmant qu'il avait rejeté tous les accords de plaidoyer qui lui avaient été proposés dès le début, et qu'il préférait passer sa vie en prison plutôt que d'accepter l'un de ces accords. Son avocat commis d'office, James Brandon, a également accusé l'État de manquer de preuves concrètes contre son client. Après plus de 37 heures de délibération sur 6 jours, le jury a déclaré Vaiovas coupable d'enlèvement et de meurtre des 3 hommes, et il a été condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Estimé que les 3 chefs d'accusation de meurtre se rapprochant de la peine de réclusion à perpétuité sans possibilité pour chacun, mea corcio. Et la réaction de Vaiovas au verdict du jury était quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre. Je vous verrai tous en enfer. Souvenez-vous de cela. Now, je vous verrai tous en enfer, Louis. Souvenez-vous de cela. Je vous verrai en enfer. Il a également révélé qu'il allait faire appel du verdict devant la Cour suprême de l'État. Veovus, quant à lui, purge actuellement sa peine à l'institution correctionnelle du Centre-Nord à Gardner, Massachusetts. Les Hells Angels viennent de tirer sur les Vagos, 2 blessés. Allons à Henderson, Las Vegas, où les choses ont dégénéré en tentative de meurtre sur une autoroute locale entre 2 gangs de motards rivaux. C'était un dimanche matin de jour férié, le 29 mai 2022, lorsque des membres du gang de motards hors-la-loi Vagos ont été pris pour cible sur une autoroute alors qu'ils revenaient d'un événement du Memorial Day à Boulder City. Les auteurs? Quelques membres du club de motards Hells Angels, bien sûr. La police a pu arrêter 3 des suspects, Richard Rico DeVry, âgé de 66 ans, ainsi que Stephen Allo, 46 ans, et Russell Smith, 26 ans. DeVry a finalement été identifié comme le président du chapitre des Hells Angels de Las Vegas, l'un des chapitres les plus puissants du club, tandis que les 2 autres étaient considérés comme des prospects des Hells Angels. Les rapports de police ont raconté que pendant que les membres des Vagos essayaient de participer à l'événement précédent, un groupe de 5 membres des Hells Angels a été vu en train de circuler et les a suivis jusqu'à ce qu'ils commencent à causer des problèmes pendant l'événement. Ils auraient également quitté l'événement environ 20 minutes avant que les membres des Vagos ne commencent à se diriger vers Henderson, où ils attendaient pour tendre une embuscade au gang des Vagos. Le résultat a été des blessures pour 6 des motards Vagos et la fermeture de l'autoroute pendant plusieurs heures, alors que la police menait une enquête, pendant que les motards blessés étaient transportés à un hôpital local pour y être soignés. Les enquêteurs, en collaboration avec l'unité de renseignement criminel de la police métropolitaine de Las Vegas, ont pu identifier les 3 suspects grâce aux images de surveillance ainsi qu'aux vidéos de civils de la fusillade. Cela a finalement conduit à l'arrestation en juin de DeVry et des 2 autres hommes qui ont été incarcérés au centre de détention de Henderson sous les accusations de 6 chefs de tentative de meurtre avec une arme mortelle, un chef de complot en vue de commettre un meurtre avec une arme mortelle, 6 chefs de coups et blessures avec l'utilisation d'une arme mortelle causant des dommages substantiels, 6 chefs de décharge d'une arme à feu sur ou dans une structure ou un véhicule occupé, les 2 dernières accusations étant qualifiées d'avoir eu lieu avec une majoration de gang criminel. 5 autres membres des Hells Angels ont également été inculpés par un 2e grand jury du comté de Clark en lien avec l'incident. Et des accusations supplémentaires comprenèrent la tentative de meurtre, le racket, ainsi que la dissimulation d'armes. À Las Vegas, ancien agent spécial, Aaron Russell a suggéré que les arrestations pourraient être menées à une poursuite fédérale pour les Hells Angels sur des accusations de RICO basées sur les activités du groupe. Ce genre de choses a le potentiel de dissoudre le chapitre des Hells Angels de Las Vegas. DeVry a pu payer sa caution après son inculpation par le grand jury du comté de Clark. Sa comparution devant le tribunal était fixée au 24 août 2022, où il s'est présenté avec son avocat, Richard Schoenfeld. Mais le 3 octobre 2022, il a été réarrêté et remis en détention, sur des accusations supplémentaires de crimes, qui incluaient le racket. Au tribunal, il a montré un comportement calme et posé, comme pour suggérer à la cour qu'il avait tout sous contrôle.
Cette fois, la juge Tiara Jones du 8e district a ordonné que De Vries soit détenu sous une caution de 250 000 $, qu'il a de nouveau payé. Lors d'une audience distincte fixée au 31 mars 2023, qui impliquait tous les autres suspects, l'avocat de De Vries, Richard Schoenfeld, a suggéré que les preuves utilisées pour inculper les membres des Hells Angels étaient insuffisantes. Il a également affirmé que les membres des Vagos avaient dissimulé des armes pendant l'incident et que la police sur les lieux avait examiné certaines de leurs armes à feu pour ensuite les leur rendre. En conséquence, le juge a demandé au procureur de réviser l'acte d'accusation. Le lundi 1er mai 2023, la juge du district du comté de Clark, Tiara Jones, a décidé que les 7 membres présumés des Hells Angels ne feraient pas face à des accusations de racket ou de gang pour leur implication dans la fusillade sur l'autoroute, qui a fait d'un total de 7 blessés. Lors de l'audience, la juge Jones a également réduit le nombre de chefs d'accusation de fusillade de 25 à 5 dans l'affaire contre les accusés, y compris Richard De Vries. L'avocat de De Vries, Richard Schoenfeld, a exprimé sa satisfaction quant à la décision du juge, affirmant que l'acte d'accusation initial était trop large et devait être révisé. De Vries, ainsi que les 6 autres hommes, qui incluent maintenant Cameron Treach, Aaron Shun et Ryan Molasco, font toujours face à des poursuites pour tentative de meurtre, coups et blessures, et agression avec arme. Et même s'ils ont tous plaidé non coupables des accusations, chacun risque jusqu'à 40 ans de prison s'il est reconnu coupable. Une date de procès a été fixée au 28 mai 2024, soit un jour avant le 2e anniversaire de l'incident. Pour l'instant, les 7 hommes, y compris Richard De Vries, sont libres, mais ils pourraient faire face au même sort que d'autres sur cette liste au moment où vous regardez cette vidéo. L'affaire a été décrite comme la plus grande et la plus complexe poursuite de gang dans la province. Pendant le procès, 6 témoins de l'État ont été assassinés. George Jewel Thomas, connu comme le chef du redouté gang des 28 à Bishop Lavis, s'est retrouvé au centre du plus grand procès de gang du pays, accusé d'avoir orchestré des meurtres et ordonné des assassinats alors qu'il était incarcéré en prison. Dans un procès où un seul des 18 accusés a été acquitté de toutes les charges, tous les témoignages ont pointé l'implication de Thomas. Un témoin a raconté la tentative du gang d'assassiner Curtis Esther Hewson, un membre du gang rival Cleveland King, qui a survécu à une fusillade le 14 avril 2008. Le lendemain même, la police a arrêté 3 individus, dont George Thomas, après un incident de tir à Bishop Lavas. Thomas aurait été trouvé à l'arrière d'un pick-up, armé d'un fusil équipé d'une lunette télescopique et d'un silencieux, tandis que d'autres transportaient une boîte de munitions à l'avant. Mais la terreur entourant la vie d'Esther Hewson ne s'est pas arrêtée là. Le 8 septembre 2008, un 3e incident s'est produit où des coups de feu ont été tirés dans la rue où résidait Esther Hewson, paralysant une personne. Tragiquement, lors d'une 4e tentative le 23 novembre 2008, Martin Esther Hewson a perdu la vie simplement parce qu'il a été pris pour son frère Curtis par les assaillants. Malgré avoir survécu à un tir à bout portant à la tête le 2 novembre 2009, Curtis Esther Hewson a refusé l'offre de protection des témoins, pour finalement trouver la mort 5 mois plus tard, alors qu'il faisait du vélo à Bishop Lavas. Le gang des Troll 28 était considéré comme une entreprise criminelle opérant sous la direction de George Jewel Thomas des Cape Flats. Assis à côté de lui dans le box des accusés se trouvait Ashraf Area Rycliffe, un chef du gang des 26 connu pour leur guerre de territoire sanglante avec les 28. Malgré la rivalité, il a été allégué que les 2 gangs avaient conspiré pour éliminer le père d'un témoin clé dans le procès, Cecil Barnes. Tragiquement, Barnes a été mortellement abattu dans sa cuisine à Bishop Lavas le 16 octobre 2010. Malgré les dangers posés par son implication dans le procès, Cecil Barnes a choisi de ne pas accepter l'offre de protection des témoins de l'État, restant ferme aux côtés de son fils, Regan Barnes, dans leur quête de justice. L'acte d'accusation contre Jewel Thomas énumérait une série impressionnante de charges, y compris 19 chefs d'accusation de meurtre, 29 tentatives de meurtre, extorsion, racket, incitation, conspiration, vol, cambriolage et possession d'armes à feu et de munitions. L'État prévoyait de convoquer 370 témoins, dont plusieurs ont été placés sous protection des témoins pour leur sécurité. Mais plusieurs témoins de l'État ont trouvé la mort de manière prématurée, prétendument sur ordre de Thomas, alors qu'il était encore en prison depuis son arrestation en 2008. Pendant le procès, 6 témoins de l'État ont été assassinés, prétendument sur les instructions de Thomas, alors qu'il était incarcéré. Selon beaucoup, Thomas était responsable. Tout cela alors qu'il était enfermé dans sa cellule de prison. Un exemple glaçant d'allégation est que Thomas aurait ordonné l'assassinat d'Andrew Williams lors d'un appel téléphonique depuis une cellule du poste de police de Delft le 5 mai 2008.
Et en mai 2015, George Jewel Thomas a été condamné à la réclusion à perpétuité pour chacun des 7 meurtres pour lesquels il a été reconnu coupable. Malgré toutes les vies qu'il a prises et les familles qu'il a détruites, Thomas a conservé une attitude suffisante, son arrogance étant palpable même alors que le poids de la justice pesait sur lui. Il a été reconnu coupable de pas moins de 53 chefs d'accusation, dont 7 pour meurtre, 2 pour racket et plusieurs autres infractions graves. La condamnation couvrait une série de crimes horribles, Thomas étant tenu responsable des décès de personnes telles qu'Angels Classen, Glenston Martin, Uzrea, Abrahams, Eywyn Stridham, Cecil Barnes, Gresham Boyson et Nadine Davids, chaque tragédie laissant une profonde cicatrice sur les communautés touchées. Accompagnant Thomas, il y avait 16 co-accusés, tous confrontés à une multitude de charges, totalisant 166 au total, englobant meurtre, tentative de meurtre, racket et complot pour commettre des crimes. Ces co-accusés, partageant le banc des accusés avec lui, sont également restés stoïques face à leur condamnation. Notre prochain cas, celui des frères Carpio, ressemble presque à un film de gangster à succès. 2 membres de gang ont été condamnés aujourd'hui pour avoir tué un adolescent sur le campus d'un lycée dans la vallée. Tard dans l'après-midi du 24 avril 2013, Anthony et Michael Stephen Carpio, connus sous le nom des Rockwoods en raison de leur affiliation avec la zone de rempart. Le gang de rue du même nom sont arrivés au lycée Cleveland Schoenfeld pour récupérer leur frère de 15 ans, George, qui était étudiante. Élevés à Los Angeles, les frères Carpio avaient été initiés à l'un des notoires gangs de rue Rockwood dans le quartier de Westlake, ce qui a poussé leur famille à déménager à Panorama City dans l'espoir de se distancer de l'emprise de la vie de gang. On suppose que l'un ou les 2 assaillants ont peut-être également fréquenté le lycée Cleveland à un moment donné, selon les témoignages des élèves. C'est lors de cette visite à l'école qu'ils ont rencontré Kevin Orellana, un ancien élève qui visitait encore le campus pour jouer au handball avec ses amis. Orellana, un jeune homme de 18 ans connu pour son athlétisme et son agilité, était également surnommé La Pulga, en anglais, la puce, en raison de sa petite taille et de ses réflexes fulgurants en tant que gardien de but au football. Bien qu'il ait obtenu son diplôme de Reseda High Schoenfeld 1 an auparavant, Orellana continuait à passer du temps à Cleveland High, tout en fréquentant le West Valley Occupational Center à Woodland Hills pour terminer son éducation secondaire. En tant que parents, nous prévoyons de danser à leur mariage. Célébrer une promotion. Attendre avec impatience de possibles petits-enfants. La dernière pensée que nous aurions jamais est que nous devrons planifier leurs funérailles. Kevin Orellana, de North Hollywood, aspirait à devenir rappeur, avec l'intention de s'inscrire dans le prestigieux programme de kinésiologie de Cal State Northridge comme plan de secours. Malgré sa tête rasée et ses nombreux tatouages, Orellana se distançait fermement des affiliations de gang, un fait réitéré par Doer Baker et les membres de sa famille. Mais sa rencontre avec les frères Carpio a tout fait s'effondrer. En tant qu'aîné, Carpio a demandé à Orellana d'où il venait, insinuant des liens avec des gangs. Orellana a fermement nié toute association de ce type, affirmant qu'il n'appartenait à aucun gang. L'altercation a rapidement dégénéré, avec le plus grand des Carpio initiant la violence physique. Pourtant, Orellana, malgré sa plus petite stature, a rapidement pris le dessus. Mais la confrontation a pris une tournure tragique lorsque le plus jeune des frères Carpio a brandi un couteau de sa poche et a infligé 2 coups de couteau mortels à la poitrine d'Orellana. Ensuite, les frères Carpio ont rapidement quitté les lieux, poursuivis par des membres de l'équipe de football de Cleveland. Malgré les efforts pour les attraper, les frères ont réussi à s'échapper dans une mini-fourgonnette Bordeaux. Orellana a été rapidement transporté au Northridge Hospital Michael Center, mais il était trop tard pour le sauver. L'examen de Michael a révélé une blessure mortelle par coup de couteau, perforant son cœur, scellant sa mort prématurée et laissant une communauté sous le choc et le deuil. À leur arrivée sur les lieux du crime, la police a documenté chaque détail. Parmi la multitude de preuves, ils ont noté les restes des vêtements de la victime et ont suivi une traînée de sang et de taches rouges sur l'asphalte, ce qui suggérait une fuite frénétique. Un détail notable qui a attiré l'attention de la police était une bouteille d'eau appartenant à un enseignant qui a essayé d'aider la victime. Mais c'est le courage inébranlable des étudiants témoins qui a laissé une impression durable. Malgré la menace imminente de représailles dans une affaire liée à un gang, ces jeunes individus sont restés fermes, désireux de fournir un témoignage inestimable. Un étudiant en particulier, bien informé, a fourni des détails clés, reliant l'un des suspects à un tatouage distinctif, souvent vu sur le campus, menant finalement à l'identification de Michael Carpio. Après leur arrestation à leur domicile à Panorama City, les frères Carpio ont offert des récits variés sur les événements ayant conduit à l'agression mortelle.
Michael Carpio a affirmé qu'Orellana l'avait provoqué avec un regard menaçant, tandis qu'Anthony a d'abord nié toute implication, avant de finalement admettre sa présence sur le campus. Mais lorsqu'on lui a demandé le motif de l'agression, la réponse d'Anthony est restée énigmatique. Finalement, Anthony Carpio de Panorama City et son frère, Michael State Carpio de Bacoima, ont été reconnus coupables le 31 octobre 2015 de meurtre au second degré, en lien avec la mort tragique de Kevin Orellana. Anthony, qui avait 16 ans au moment de l'incident mortel, lorsqu'il a brandi un couteau et infligé plusieurs coups de couteau à Orellana, a été condamné à une peine de 16 ans à perpétuité. Pendant ce temps, son frère aîné, Michael, qui était adulte au moment du meurtre du 24 avril 2013 et qui était apparemment non armé lors de l'attaque, a été condamné à 15 ans à perpétuité. Cette affaire sert de rappel tragique que la mentalité des membres de gangs peut avoir un impact dévastateur sur les innocents. Si les frères Carpio ne s'étaient pas impliqués dans leur gang à un si jeune âge, Kevin ou Orellana seraient vivants aujourd'hui. Nous allons jusqu'à Springfield, où un membre des Latin Kings fait face à des accusations de meurtre au premier degré. Accusé de vol, de crimes liés à la drogue et d'autres infractions, un porte-parole du bureau du procureur, Jim Latten, a déclaré à 22 News qu'un autre accusé, Jonathan Guevara, avait également été inculpé pour le meurtre de Lopez, âgé de 18 ans. La découverte du corps de Kenneth Lopez, membre des Latin Kings âgé de 18 ans, le 25 mars 2015, a provoqué une onde de choc dans le nord de la ville. Trouvé dans la cour d'une maison aux rues Dwight et Calhoun, Lopez avait succombé à des blessures par balles mortelles subies pendant la nuit. L'auteur de ce crime s'est révélé être un membre des Latin Kings âgé de 25 ans, Lee Rios. Après le meurtre, Rios a accumulé des munitions et des armes à feu car il croyait que le gang chercherait à se venger de ses actions. Le meurtre de Kenneth Lopez n'était pas un acte impulsif, mais plutôt un crime méticuleusement planifié et agressivement poursuivi. Rios lui-même a orchestré le meurtre avec une précision calculée, avec l'aide d'autres membres des Latin Kings. Bien que Lopez et Rios soient tous deux affiliés aux Latin Kings, leur relation s'était détériorée, menant à une rupture entre eux. Dans une tentative de réconciliation, Rios a conçu un plan pour attirer Lopez hors de sa résidence sous le prétexte de résoudre un conflit personnel. Mais ses intentions se sont avérées futiles, et cela a culminé en une issue tragique et fatale. Le 7 février 2017, Lee Rios a fait face aux conséquences de ses actes lorsqu'il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors qu'il écoutait le juge lire le verdict, l'attitude de Rios était assez calme, pour quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Si les réactions choquantes de ces chefs de gang à leur peine de réclusion à perpétuité ont retenu votre attention, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Regardez la vidéo à l'écran maintenant.